Le 236 rectifié quater de M. Savin. Alors, je voudrais juste, M. Savin, préciser à Mme Boyer que son sous-amendement n'est pas retenu. Voilà. Si vous voulez des explications ou simplement parce que M. Savin a modifié son amendement, du coup, le vôtre ne peut plus être retenu comme un sous-amendement, donc il est retiré. Merci à vous. M. Savin, votre amendement. Merci, Madame la Présidente. Des principes de neutralité des services publics et de la laïcité. Ainsi, rien n'interdit le port de signes religieux. Je tiens à souligner, je parle ici de tout signe religieux. Avec cet amendement, les règlements de ces établissements devront donc garantir le respect de ces principes de neutralité et de laïcité. Actuellement, seuls les règlements intérieurs encadrent les vêtements autorisés de point de vue de l'hygiène et de la sécurité. Or, ces règlements sont laissés à l'appréciation des maires. Ce que nous pouvons constater, c'est que certains de ces maires peuvent être soumis à de fortes pressions communautaires. D'autres peuvent être aussi cédés à des tentations clientélistes, voire promouvoir une vision de la société contraire à nos principes républicains. Un exemple, ces dernières années, dans mon département, la ville de Grenoble, comme d'autres villes, a été le théâtre d'actes de désobéissance civile de la part de militantes en burkini qui ont enfreint les règlements intérieurs au nom de la liberté des femmes à vivre leur foi comme elles l'entendaient. Ces actes de provocation médiatisés ont créé une vive polémique nationale. Le maire écologiste de Grenoble n'est jamais sorti de son ambiguïté. Il a appelé à la responsabilité de l'État. Je le cite : « Si c'est une question de laïcité, le gouvernement doit prendre position. » Ce moment de responsabilité, mes collègues, nous y sommes avec ce projet de loi. Comme l'a dit votre collègue Marlène Schiappa vendredi dernier, il y a un combat culturel à mener. Nous faisons face à une petite minorité qui promeut un islam radical et rétrograde, notamment pour les femmes. D'autre part, monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez indiqué que, sous couvert de combattre l'islamophobie, certaines associations font pression sur les pouvoirs publics pour promouvoir des règles compatibles avec la charia. Nous le savons tous, cette pression est de plus en plus forte en France et il est de la responsabilité de l'État de ne pas laisser les maires seuls en première ligne. De petites compromissions en grands renoncements, le risque de voir progressivement les digues céder au gré des spécificités sociologiques et politiques des territoires. Or, c'est bien l'ambition de cette loi que de préserver l'unité du pays autour de nos principes républicains qui se fissurent peu à peu. La liberté de culte est un bien précieux dans notre pays. Elle ne doit pas être une porte ouverte à des organisations communautaristes qui veulent faire prospérer un projet politico-religieux à l'opposé de nos valeurs. C'est dans cet esprit que je vous propose cet amendement. Bon, merci. Madame la rapporteure. Alors, nous avons discuté d'un premier amendement déposé par notre collègue M. Savin ce matin en commission et nous avions, dans la forme initiale, au niveau de la commission des lois, mis un avis défavorable. Et ce soir, nous avons réexaminé cet amendement 236 dans une version rectifiée qui précise que le règlement d'utilisation d'une piscine ou baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité. Et la commission a émis un avis favorable à cet amendement. Monsieur le ministre, votre avis. Oui, c'est une question évidemment très importante que vous posez, monsieur le sénateur, mais je voudrais dire pourquoi je suis défavorable à votre amendement pour 3 raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, la loi permet aux collectivités locales, en effet, d'interdire des vêtements dits religieux pour 2 motifs. Non pas des motifs religieux, ce serait contre la Constitution et contre la Déclaration des droits de l'homme, un motif d'ordre public et un motif d'hygiène. D'ailleurs, j'ai pris la défense, chacun l'aura constaté, de Madame la présidente de la région Île-de-France, lorsque dans le règlement intérieur prévu pour les bases de loisirs de la région Île-de-France, la défenseure des droits a évoqué le fait que ce règlement intérieur était discriminatoire. C'est évidemment pas la lecture que j'ai de la loi de la République, bien au contraire, et que c'est bien fondé que les élus de la République peuvent interdire dans le règlement intérieur, dans les lieux publics et dans les lieux gérés par délégation de services publics, pour des motifs d'ordre public ou pour des motifs d'hygiène, des vêtements qui ne seraient pas conformes à la tradition d'accès, et notamment au burkini, mais pas que. Premier point. Deuxièmement,
je voudrais quand même rappeler à monsieur le sénateur et je me permets de le faire avec facétie, que la libre administration des collectivités locales ne me permet pas d'interdire de fait des dispositions qui relèvent de la compétence stricto sensu des élus, dans le cadre de la loi. Et bien, vous avez bien raison de souligner le communautarisme ou le clientélisme ou la naïveté, mais peut-être que ce troisième point, désormais, n'est plus tout à fait à l'ordre du jour, de certaines collectivités locales, notamment de la ville de Grenoble, qui a organisé sciemment, par ailleurs avec souvent des associations subventionnées, ceci ramène un jour cela. Donc je constate d'ailleurs que vous aurez constaté que les associations évoquées sont soit dissoutes au Conseil des ministres depuis notre arrivée au gouvernement, soit proposées à la Commission européenne pour fin de subvention, c'est le cas d'Alliance citoyenne par exemple. Mais je ne me vois mal, monsieur le sénateur, de prendre un terme législatif pour imposer aux collectivités locales ce qui relève de leur responsabilité. Et la liberté de la libre administration des collectivités locales, c'est la liberté aussi d'assumer ses décisions politiques vis-à-vis de ses citoyens, lorsqu'ils ne sont pas contraires profondément à l'ordre public et aux organes qui font la salubrité. Puis troisièmement, monsieur le sénateur, l'expression religieuse, je voudrais le redire, des usagers du service public, débat que nous avons précédemment, est consacrée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle est consacrée par la Constitution, elle est consacrée par notre État de droit. Et que nous ne pouvons pas priver, par principe, c'est ce que vous proposez dans votre amendement, l'expression d'une opinion religieuse. Et la neutralité ne s'impose pas aux usagers du service public. Parce que le problème, et je peux tout à fait le comprendre en ce qui concerne cette provocation du burkini, mais allons-nous demain interdire le port d'un signe religieux dans un autobus, qui est un espace de service public, délégué par le service public? Allons-nous le faire sous un abribus? J'ai même entendu à l'Assemblée nationale des députés qui voulaient légiférer aux abords immédiats du service public comme un parvis d'une mairie. Je pense que ce n'est pas de bonne facture que de faire la loi dans cette façon, me semble-t-il. Nous allons au contraire insécuriser. Et quel message serait donné d'une censure de ces dispositions quand, au contraire, nous voulons encourager les élus de la République à prendre des dispositions qui sont déjà prévues par la loi, mais elles demandent effectivement un peu de courage politique. Je voudrais dire, monsieur le sénateur, qu'on n'est jamais obligé de céder au communautarisme et qu'on n'est jamais obligé de céder au clientélisme religieux. Et vous savez, parmi les dispositions de la loi, je suis allé voir monsieur le président de l'Association des maires de France avec une disposition qui me paraissait encore plus intrusive peut-être que la vôtre, notamment sur les permis de construire délivrés pour les offices, pour les lieux cultuels. Parce que j'avais pu constater que dans des endroits particuliers de la République, quand la population d'une certaine religion était trop nombreuse, il est difficile pour l'élu de récuser et de ne pas vouloir signer un permis de construire pour une association cultuelle pour construire un lieu de culte. Et j'avais proposé qu'on transfère ce permis de construire au préfet. Le préfet, après tout, était une décharge facile. Il est là 2 ou 3 ans dans le territoire et peut endosser quelque chose de plus difficile vis-à-vis des citoyens de telle ou telle commune. Et c'est le président des maires de France, François Baron lui-même, qui m'a, tout en comprenant bien évidemment, et je voudrais saluer l'idée avec laquelle nous avons travaillé sur ce texte avec l'ensemble de l'Association des maires de France, et le président Baron en particulier, qui m'a découragé à le faire, expliquant qu'à son avis, la libre administration des collectivités locales et la responsabilité politique des élus ne devaient pas être niées et que l'article 72 de la Constitution se regardait des deux côtés. Alors pour résumer, monsieur le sénateur, les élus peuvent prendre des dispositions soutenues par l'État, conformes au droit, dans leur règlement intérieur, et je pense que ça va avec la liberté et la responsabilité de chacun, et ils me trouveront toujours à leur côté pour les soutenir face effectivement au clientélisme. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Gontard, pour explication de vote. Oui, merci madame la présidente. Je suis un peu étonné effectivement par cet amendement. J'ai bien compris, je voulais quand même rappeler que les élections municipales étaient terminées, parce que je sens qu'il y a un petit Roland derrière tout ça. Mais clairement, sur cet amendement, en fait, à part faire le buzz, à part, je dirais, remuer un petit peu les choses, à quoi il sert? Puisque qu'on m'explique une fois pour toutes si cet amendement peut s'appliquer. D'abord, le ministre a raison de rappeler que les principes de neutralité s'appliquaient pour les agents, mais absolument pas pour les usagers. Et que pourquoi on reviendrait sur les piscines, pourquoi par d'autres? On voit bien que la direction qui est tenue dans cet amendement ne tient absolument pas la route.
Et donc, ce principe du fait que les usagers du service public ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses ou tout autre dans les limites du respect de leur bon fonctionnement et les impératifs de sécurité, de santé et d'hygiène, ça me paraît assez clair. Ensuite, il y a des règlements qui sont mis en place dans la piscine et que c'est à travers ces règlements et que oui, il y a une responsabilité des maires. Vous parlez de Grenoble, il me semble qu'il y a un règlement dans la piscine, que les personnes qui ont souhaité et qui ont fait une action ne sont pas rentrées, il me semble. Donc, la réponse a été très claire et très simple. Mais moi, j'irai plus loin, puisque comment, du coup, cet amendement peut s'appliquer quand on a un maillot de bain couvrant, d'accord ? Expliquez-moi ce qu'il y a de religieux dans un maillot de bain couvrant. Dans une piscine, non mais je vais plus loin, dans une piscine, on se couvre la tête. On se couvre la tête. Donc juridiquement, comment vous allez expliquer ça et que cet accoutrement, du coup, a une connotation religieuse ? C'est clairement impossible. Deuxièmement, si on se renseigne un petit peu sur les associations, bien sûr qu'il y a des associations qui demandent pour des raisons religieuses. Mais il y en a d'autres. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. Des associations d'handicapés, des associations de personnes âgées, des personnes, tout simplement, des femmes, des hommes, qui ne se sentent pas bien dans leur corps, qui souhaitent aller à la piscine, mais qui ne souhaitent pas montrer leur corps. Ça, oui, ça existe. Ça existe. Ça s'appelle l'inclusion. Et donc, je pense qu'on doit aussi également y réfléchir. Et je prends un exemple de la mairie de Rennes. La mairie de Rennes est la responsabilité des maires, qui a pris d'ailleurs à travers son règlement, qui autorise un maillot de bain couvrant. Gontard, votre temps de parole est épuisé. Je donne la parole à Monsieur Maris, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. D'abord, un point de méthode sur cet amendement qui avait, ça a été rappelé par Madame la rapporteure, été repoussé par la Commission et qui subitement a été rétabli par celle-ci dans des conditions qui peuvent prêter un certain questionnement. Sur le fond, cet amendement pose de nouveau la question qu'est-ce qu'un signe religieux ? Comment définir un burkini ? Est-ce qu'on le définit exclusivement par la personne qui le porte ? Et sous-entend-on que dès lors qu'elle le porte, elle a nécessairement et obligatoirement des arrière-pensées ? C'est un véritable problème de définir le fait de manifester ostensiblement ses convictions religieuses par un vêtement. D'autre part, qu'allez-vous faire quand une personne, je caricature à peine, va venir avec un tatouage manifestant ses convictions religieuses ? Vous allez lui enlever ? Soyons un peu sérieux. Ce n'est pas la manifestation par un vêtement ou autre qui définit la radicalité ou non. Ceci, enfin, est contraire au principe que nous souhaitons défendre. Le principe de laïcité ne saurait permettre une interdiction générale et absolue de port de tels signes dans l'espace public sans remettre en cause les libertés fondamentales de liberté d'expression et de liberté de religion. Dès lors, le port du burkini par des femmes fréquentant un espace public tel qu'une piscine municipale, s'il constitue effectivement une manifestation de leur religion, ne peut faire l'objet d'une interdiction générale et absolue. Et je crois que c'est important de s'y tenir. Monsieur Retailleau, pour explication de vote. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, bien sûr, nous allons soutenir l'amendement de Michel Savin, qui a reçu un avis favorable de notre commission. Je voudrais simplement dire que je sais par cœur, et on le sait bien, Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé dans un cas récent vis-à-vis de l'Île-de-France, mais l'Observatoire de la laïcité s'était déjà prononcé en indiquant qu'on pouvait interdire le burkini par des règlements intérieurs sur les piscines publiques pour des raisons sanitaires, d'hygiène ou de sécurité. Moi, j'estime que c'est une ruse, c'est une habileté, que c'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie, mes chers collègues. On est là pour réaffirmer le respect des principes de la République. Dans un contexte difficile, on en a déjà parlé. Deuxième élément, Monsieur le Ministre, vous nous dites que les usagers du service public ne sont pas contraints à des obligations de neutralité. Si, la loi de 2004, pour un enfant mineur ou pour un élève majeur. On est bien d'accord. Donc, l'assertion qui consiste à dire que
la contrainte de neutralité ne peut pas s'appliquer aux usagers de services publics, a trouvé dans la loi de 2004 une contradiction. Les choses doivent être absolument claires. Ensuite, vous dites que le burkini est un signe religieux. Il y a beaucoup de compatriotes musulmans qui nous indiquent que ces accoutrements sont tout sauf des signes religieux, qu'ils n'obéissent à aucune prescription religieuse. Je voudrais citer le témoignage lors d'un procès récent, le procès de Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'Éducation nationale, vis-à-vis du président de la FCPE. Procès gagné. Et Mohamed Sifawi, qui est un des bons spécialistes en France des mouvements notamment salafistes, déclarait le voile et le reste ne sont pas des symboles religieux, ce sont des accoutrements pensés par les islamistes. Donc on voit bien que derrière ces accoutrements, ce n'est pas tellement le signal religieux, c'est le signe d'une contre-société qui se veut sexiste, qui dit aux femmes qu'elles sont inférieures à l'homme, qui dit qu'il faut que les femmes se soumettent et qui veulent séparer une communauté des croyants de la communauté des citoyens, de la communauté nationale. Et enfin, chers collègues, il ne s'agit pas non plus, je l'ai entendu, de l'interdire dans l'espace public, il s'agit simplement de l'interdire dans des lieux qui sont des lieux particuliers, fermés. Les piscines. Monsieur Retailleau, vous avez épuisé votre temps. Je suis désolée, mais par équité, j'ai fait la même chose à Monsieur Gontard. Merci, il faut soutenir l'amendement de Michel Savin, mes chers collègues. Prie. Monsieur de Belenet, vous avez demandé la parole et je vous la cède. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Ce matin, la Commission a émis un avis défavorable sur l'amendement Burkini, visant à interdire le burkini. Il a été légèrement modifié et représenté ce soir à l'ouverture de la Commission. Je ne suis pas certain que nos collègues qui étaient présents ce matin, majoritaires, apprécient beaucoup la manœuvre. C'est la seconde fois sur ce texte qu'en commission, cette manœuvre a lieu. Et l'avis de la commission ce soir, de mon point de vue, aurait dû être que cet amendement modifié est contraire à l'avis de la commission de ce matin. Passons sur la forme, qui néanmoins est très discutable. Sur le fond, je serai très bref, la liberté d'expression et la liberté religieuse ne souffrent aucune exception. Sauf une essentiellement, qui est le trouble à l'ordre public. Nous sommes là, si nous adoptons cet amendement, en train de créer un précédent. Il n'y en a aucun autre, même le voile sur l'espace public, son interdiction reposait sur d'autres fondements, qui étaient essentiellement l'exigence minimale de la vie en société. On doit voir les visages. Mais là, nous serions en train de créer un précédent qui est que, sur un motif peut-être louable, compréhensible à titre individuel, nous interdisons de manière très arbitraire, en tant que législateur, la liberté d'expression et la liberté religieuse. Peut-être que cette liberté, lorsqu'elle s'exerce, ne nous plaît pas. Néanmoins, la liberté de religion, la liberté d'expression et la liberté d'expression religieuse ne peuvent souffrir aucune autre modération que le trouble à l'ordre public et l'atteinte aux droits d'autrui. Merci, Monsieur Bécher. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, je vais évidemment soutenir l'amendement de Michel Savin. Et avant de faire des remarques à la Commission sur une procédure tout à fait légale, encore faut-il être sûr soi-même de siéger au bon endroit. Ce qui est certain, c'est quand j'entends M. Gontard, à juste titre, défendre son coreligionnaire de Grenoble. Je le comprends parfaitement. C'est normal, c'est de la politique. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est effectivement de faire l'autruche. Vous faites exactement l'autruche en disant « Mais non, il n'y a rien à voir entre le burkini, rien à voir avec tout ce qui pourrait être islamisme. » Alors ça, vraiment, on se trompe complètement ici. C'est en doute effectivement un accoutrement folklorique à caractère de déguisement pour carnaval. Pas du tout, Monsieur Gontard. Vous le savez très bien. Et parce que vous voulez défendre toutes les minorités, y compris celles qui sont indéfendables, vous en arrivez à de telles positions. Et c'est parce qu'ici, nous sommes tous, et nous l'avons dit dans les propos liminaires,
tous attachés à la République. Et j'ai parfaitement en tête, notamment, l'excellent discours du président Carucci. Nous sommes tous pour une République unie. Nous savons tous qu'il y a des coups de canif, comme il l'a dit, je cite ces mots, et vous en redonnez non pas un coup de canif, mais des coups de machette dans le drapeau de la République française. Et c'est ça qui est scandaleux, c'est de continuer à faire l'autruche et de laisser les choses envahir. Moi, je veux la République française telle qu'elle est définie dans la Constitution. Madame Boyer a demandé la parole. Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je me permets juste de rappeler que ce matin en commission, nous avons bien dit que cet amendement serait rédigé. Et donc c'est normal qu'il ait été présenté tout à l'heure. Mais je voulais vous parler simplement de cet amendement et de ce qu'il signifie. Alors bien évidemment, le burkini, ce n'est pas une tenue de baignade qui manifeste une opinion religieuse qui s'ancrerait dans une légitimité ancienne, puisqu'il est né en Australie dans les années 2000. Néanmoins, on sait de quoi il est le nom. Le burkini, c'est un interdit de fraternité, c'est un interdit d'égalité, c'est un interdit de liberté, parce qu'il est là pour séparer les hommes des femmes, il est là pour signifier qu'une femme doit porter une tenue, parce que cette tenue, c'est le signe qu'elle est pudique et que les autres sont impudiques. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'au nom du principe d'égalité entre les hommes et les femmes, on puisse soutenir dans notre pays de telles choses? C'est contraire à nos principes constitutionnels. Et donc, je pense qu'il s'agit bel et bien d'une tenue qui a une portée politique, qui renvoie donc, comme je disais tout à l'heure, à la notion d'impudeur et qui serait propre au corps féminin. Et à ce titre, le burkini est contraire à ce principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Il est contraire à nos premiers principes constitutionnels. Et à ce titre-là, il est tout à fait dans le texte que nous examinons aujourd'hui sur les principes de la République. Mes chers collègues, on ne peut pas sans arrêt défendre les qualités des hommes et des femmes, ce qui est normal. Et c'est notre devoir. J'allais dire que c'est notre ADN à tous ici, sur tous les bancs. Et supporter aujourd'hui qu'on divise le monde entre les pudiques et les impudiques. Ça, ce n'est pas possible. Et la pression qui est exercée sur les femmes est insupportable. C'est à nous de les défendre. Et puisque nous sommes dans le principe d'égalité, je me permettrai de citer un de nos collègues qui nous a précédés sur les bancs du Parlement. C'est Henri-Dominique Lacordaire, qui disait qu'entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime, c'est le cas aujourd'hui, et c'est la loi qui protège. Donc pour protéger l'égalité entre les hommes et les femmes, il faut voter l'amendement de Michel Savin. Merci, chers collègues. Madame Taillé-Polian, vous avez demandé la parole. Je crois, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je crois, Madame Boyer, que pour protéger ou pour faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a beaucoup de choses extrêmement urgentes à faire. Et celle-ci ne me semble pas être le cas. Pourquoi ? Parce que je pense que le sexisme, c'est aussi de dire aux femmes ce qu'elles doivent ou non porter. Donc à partir du moment où nous rentrons sur ce débat-là, si Madame, je crois que quand on rentre dans ce débat-là, on rentre effectivement dans un peu la police du vêtement et à un moment on va dire ne portez pas ci, à un moment ne portez pas ça, et que donc il ne faut pas rentrer là-dedans. Que on soit fan de cette tenue ou pas, quelles que soient nos convictions personnelles, je pense qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. Par ailleurs, si effectivement il y a dans les piscines un problème d'hygiène par rapport à ce type de tenue, comme il peut y avoir un problème d'hygiène vis-à-vis d'autres types de tenues, eh bien il faut le dire très précisément, mais ne pas se cacher derrière cela d'une manière hypocrite. Pourquoi ? Sinon, effectivement, on donne le sentiment d'une discrimination qui vise une population spécifique, et je vais vous dire ce que ça produit. Ça produit qu'on pousse un certain nombre de personnes dans les bras des radicaux. Et donc, en fait, on produit l'effet inverse de ce qui est, et oui, je vous le dis, c'est mon point de vue, vous pouvez le respecter, de ce qui est recherché. Enfin, et cela a été très bien dit par d'autres, le respect des principes de la République, c'est effectivement de porter
ce qu'on veut dans l'espace public, y compris dans des espaces fermés qui sont des services publics, sauf s'il y a une contrariété à l'ordre public, ce qui n'est objectivement pas le cas en l'espèce. Pour toutes ces raisons, bien entendu, nous ne pouvons pas voter cet amendement. Il nous reste une dizaine de prises de parole. Monsieur Benarroche a demandé la parole pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Je sens mes collègues un peu tendus sur les sujets liés à l'habillement, au voile. Bon, je le regrette parce que le débat vu de l'extérieur pourrait paraître un peu surréaliste. En fait, personne ici défend le burkini en tant que burkini. La question ne s'est même pas posée pour nous. Simplement, nous disons deux choses. La première, c'est que ce règlement cet amendement est inapplicable. Pourquoi est-il inapplicable ? Pour une raison, je vais vous citer un petit exemple personnel. Je m'excuse, je reviens souvent sur des exemples personnels, j'en suis désolé, mais je n'ai pas l'historique que vous avez peut-être au Sénat, donc je me réfère au territoire que je connais, à ma famille. Il se trouve que je suis issu d'une famille où ma grand-mère, ma mère, mes tantes, oui, ça vous fait peut-être rire, mais je vous le dis puisque c'est la réalité et ça vaut beaucoup d'arguments que j'ai entendus. Voilà. Oui, elle est née en 1892 à Mascara en Algérie. Elle adorait se baigner, ainsi que ma mère et les personnes de sa famille. Et elle se baignait tout le temps avec des maillots de bain longs et des tenues longues, y compris à la piscine en France. Et elles auraient été vraiment désolées de ne pas pouvoir se baigner parce qu'elles n'auraient pas changé de tenue. Et donc, quelle loi leur auriez-vous appliquée ? Vous cherchez à combattre le burkini, c'est comme si vous envoyiez une bombe atomique pour éteindre un incendie ou pour abattre un djihadiste en Arabie Saoudite, chers amis. Donc il y a une disproportion énorme entre ce que vous proposez et la réalité de l'objectif que vous voulez atteindre. De la même façon, l'hypocrisie n'existe pas lorsque nous défendons le fait que ce règlement est inapplicable. Elle existe lorsque vous cherchez à attaquer un certain nombre d'acquis de la laïcité parce que vous cherchez uniquement à combattre, et ça je peux le comprendre, un certain nombre de mouvements qui sont des mouvements effectivement qui mettent en péril notre démocratie et notre République. Mais admettez que cette règle-là n'est pas applicable en l'état. Personne ne pourra la définir. Les seuls critères qui permettraient d'interdire un certain nombre de choses, par exemple l'hygiène ou les troubles de l'ordre public, nous les avons déjà dans nos lois et dans nos règlements. Monsieur le questeur-sueur, vous avez demandé la parole. C'est donc à vous. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, oui, j'ai demandé la parole parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelques problèmes intellectuels dans le fait que depuis tout à l'heure dominent dans cet hémicycle les considérations à caractère textile. Et ces considérations textiles sont liées, si j'ai bien compris, à la question de signes religieux, de religion. Et je suis très étonné parce que, enfin, mes chers collègues, il est important de connaître les religions. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. On doit l'enseigner dans les écoles, établissements publics. Et s'il vous arrive de lire, par exemple, le Coran, et je me réfère à pas mal de connaisseurs, d'intellectuels, il n'est pas dans le Coran de mention de toutes ces considérations textiles. Alors quand on dit religion, est-ce qu'on se réfère au texte fondateur d'une religion ? Dans ce cas-là, vous aurez bien du mal à justifier votre position. Ou alors est-ce qu'on se réfère à autre chose, les mœurs ? Mais dans ce cas-là, si vous vous référez aux mœurs, on ne parle plus de signes religieux. Mais il faut choisir. Ou bien vous parlez de religion. Et dans ce cas, il faut que votre discours ait un sens par rapport aux religions. Ou alors on parle des mœurs. Et on peut parler des mœurs. Mais c'est autre chose. Donc je trouve qu'on est dans la confusion. Vraiment, on peut croire dans des religions, dans une religion, ne pas croire, être agnostique, mais réduire dans tous nos discours le fait religieux, la croyance religieuse à des considérations textiles, ça n'a aucun sens. Merci. Monsieur le Président Carucci, c'est à vous.
Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, moi je veux rassurer Monsieur Benaroche. Ma grand-mère, qui est née au Maroc, elle aussi ne se baignait que totalement habillée. Sauf que, Monsieur Benaroche, quand ma grand-mère le faisait, c'était pas un geste symbolique, c'était un geste personnel. Elle n'en faisait pas un combat contre la République. Elle n'en faisait pas un geste qui était une provocation par rapport à ce qui est le consentement légal entre hommes et femmes en France. C'était sa vie, mais elle n'en faisait pas un combat. Aujourd'hui, quand on dit le burkini, sincèrement, j'ai entendu des choses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien sûr que si on n'avait pas la montée de l'islamisme, si on n'avait pas les provocations en permanence depuis des années sur un certain nombre de sujets, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse aux gens que quelqu'un soit tout habillé dans la piscine ou dans la mer? Peut-être qu'il y a un problème d'hygiène, d'accord, mais ça n'était pas un élément de provocation. Mais en réalité, et tout le monde le sait, c'est pas la peine non plus d'être naïf quand même, tout le monde sait que le burkini est très vite devenu, pour des associations islamistes, un élément de combat, un élément qui a été une provocation permanente. Et à partir de là, quand on dit non, non, on ne peut pas l'interdire, c'est donner raison à ceux qui, utilisant des armes contre la République, finalement découvrent la faiblesse de la République, parce que la faiblesse de la République, c'est parfois, et je l'ai dit dans mon intervention, c'est de dire au nom de la liberté, au nom de la démocratie, on accepte les provocations, on accepte les dérapages, et à partir de là, vous rentrez dans un système où la République doit se défendre à un moment, sinon à un moment, il sera trop tard, parce que beaucoup de gestes auront été faits, et beaucoup de gestes auront été acceptés à tort. Monsieur le ministre, j'ai entendu tout à l'heure, et je voudrais en conclure par là, votre démonstration, et j'ai failli me dire, il a raison. Il a raison, pourquoi faire la loi, c'est le pouvoir des élus, etc. Mais vous avez dit vous-même, et je vous en remercie, que vous aviez soutenu la présidente de la région Île-de-France. Mais quand la présidente de la région Île-de-France a pris ce règlement, la voilà attaquée par la défenseure des droits. C'est bien que la loi n'est pas si claire et que... Oui, je sais bien. Mais enfin, pour que la défenseure des droits attaque la région et la présidente de la région, c'est bien qu'en la matière, il y a des choses à éclaircir et c'est ce texte de loi. Merci, Président. Je donne la parole à présent à Monsieur Kerrouche. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, on passe beaucoup de temps sur des considérations liées à l'habillement. D'ailleurs, d'abord dire au président Retailleau qu'il ne faut pas interpréter la loi de 2004 à l'envers. Parce qu'en effet, s'il y a une distinction entre les enfants et les adultes, c'est tout simplement pour mettre justement les enfants à l'abri du prosélytisme et des pressions. Et c'est ce qui explique justement le fait que, bien entendu, on fait attention pour eux. Ce n'est pas l'inverse. Et c'est l'inverse que vous avez dit. Maintenant, sur le burkini, il y a quelque chose de complètement disproportionné. Et ensuite, il y a un autre aspect, c'est qu'on court derrière quelque chose. Une fois que, pour reprendre la formule d'Aristide Briand et du Tailleur, une fois que ce ne sera pas le burkini, ce burkini sera interdit, il y aura une nouvelle manifestation et il faudra une nouvelle loi pour tenter d'endiguer les choses. On court derrière les phénomènes. Et encore une fois, il faut arrêter les caricatures. Est-ce que, ici, dans cet hémicycle, l'une ou l'un d'entre nous veut favoriser l'islam radical en France? La réponse est bien entendu non. Est-ce que l'islam radical est un danger? Bien entendu. Ceci étant, faut-il pour cela remettre en cause tous les principes sur lesquels sont fondées cette République dont vous vous prévalez? C'est-à-dire remettre en cause la liberté de religion, la liberté d'expression? Bien sûr que non. Et on entre là dans un engrenage qui devient délirant, mais qui pour autant, parce qu'il n'est pas nommé, et c'est toujours le problème de ce texte, nous n'arrivons pas, et vous n'arrivez pas,
à capturer la réalité de ce que vous voulez combattre. Et on prend des mesures générales qui auront des conséquences sur toutes et sur tous, alors qu'elles ne visent qu'une minorité. Et ça, c'est le contraire de la loi. Merci, chers collègues. Je passe la parole à M. Bonnecarrère. Oui, merci, Madame la Présidente, chers collègues. Aucun de nous n'est naïf à l'égard du Burkini. Et je comprends totalement l'expression qui a été celle de nombreux intervenants du groupe des Républicains qui se font les porte-parole d'un vif agacement de nos concitoyens. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que nous avons un problème ? Pour moi, il n'y a pas de problème. Il y a eu un problème. Cette question a été réglée, dans ma connaissance, la quasi-totalité des collectivités de notre pays. Des règlements intérieurs ont été pris soit sur le terrain de l'ordre public, soit sur le terrain de la salubrité. Ce n'est plus en 2021, à ma connaissance, sur ce que je peux voir dans les territoires, un sujet. Si effectivement une collectivité, et je vous en donne acte volontiers pour des raisons politiques, veut prendre le contre-pied de ces dispositions et introduit des dispositions qui sont contraires à l'intérêt général et qui sont basées sur une logique particulière, séparatiste de la société, les principes qui figurent dans les dispositions de cette loi répondront tout à fait et permettront le jeu du contrôle de légalité. Une fois que j'ai dit tout cela, deux observations par rapport aux porteurs de cet amendement. Il faut quand même être raisonnable. Premier élément, vous avez argumenté collectivement avec une force incontestable, vous avez obtenu plus de 170 voix, sur le fait que des règles particulières devaient être appliquées pour les accompagnants de sortie scolaire parce qu'ils étaient des agents bénévoles du service public. Et vous nous avez démontré que, n'étant pas des usagers, on devait leur appliquer ces dispositions. Là, pour les piscines, vous ne demandez pas l'application de la règle de neutralité uniquement pour les maîtres nageurs sauveteurs ou pour le directeur de la piscine. Vous le demandez pour les usagers. Donc vous voyez bien le niveau de contradiction entre ce que vous nous avez indiqué avec conviction avant le dîner et l'après. Et vous en êtes à ce point conscient que vous avez complété, je vous ai très bien écouté, Monsieur le Président, en disant « mais en fait, ce ne sont pas des signes religieux parce que c'est un accoutrement. » Et ça, c'est un autre problème. Notre difficulté collective, j'en termine, Madame la Présidente, pour le ministre, c'est qu'il n'y a pas d'islam à la française. C'est ce que nous voudrions constituer avec une distance par rapport aux dispositions. Mais de grâce, ne nous mettons pas nous-mêmes à interpréter le Coran et en donner notre propre interprétation. Monsieur Bonnecarrère, je passe la parole maintenant à Madame Benbassa. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je voudrais poser une question. Combien de femmes se baignent-elles en burkini ? Nous n'avons aucun chiffre et nous discutons, ce matin nous avons discuté à peu près 1 heure et là ce soir on recommence. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? C'est ça que je voudrais savoir. Moi je dirais même, j'utiliserais le mot des élèves qui disent « elle me cherche, il me cherche ». Mais qu'est-ce que vous voulez des musulmans ? Je voudrais savoir exactement, quand c'est pas le burkini, c'est le voile, quand c'est pas le voile, c'est le halal, quand c'est pas le halal, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous instrumentalisez le burkini pour parler, enfin la cause des femmes pour parler du burkini. Madame Boyer, je vous ai déjà répondu ce matin, excusez-moi, regardez l'hémicycle, nous ne sommes pas les égales des hommes, nous sommes que à peine 30% de femmes dans un hémicycle où il y a 70% d'hommes. Alors vous n'allez pas maintenant devenir l'égérie du féminisme pour combattre le burkini. Plus on poussera à bout les musulmans, plus il y aura de gens qui vont s'engager dans le salafisme et dans d'autres mouvements fanatiques. Parce que vous ne les laissez pas vivre.
Tout est un objet pour vous de critique, de rejet. Et jusqu'à quand vous allez continuer à agir de cette façon-là? Je vous le demande, parce que vous n'arriverez pas à... Ah bon, d'accord. Mais vous perdrez, je crois, parce que vous ne voulez pas comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement des signes religieux. Non, c'est aussi une revendication identitaire qui peut ne pas être religieuse, comme il peut y avoir quand même des religieuses et des religieux qui revendiquent cela comme un combat politique. Mais alors faisons la distinction. Nous ne voulons pas vivre séparés des musulmans. Mais c'est laïque, quelle est la différence? Moi, j'ai dans mon bureau une jeune femme qui travaille, elle a des croix à son cou, des grosses croix, et alors ça ne me dérange pas. Chers collègues, je donne la parole maintenant à la présidente Éliane Assassi. Madame la présidente, vous avez la parole. Merci, Madame la présidente. Mes chers collègues, si je peux me permettre, je crois qu'il va falloir revenir à l'objet de ce texte. Et quoi qu'on en pense, et vous savez bien, je l'ai dit dans mon intervention générale, je pense que certes ce débat est sérieux, mais qu'il n'était pas urgent. Alors, on ne va pas se mentir. Sincèrement, ce soir, entre nous, on ne va pas se mentir. Et comme ça, on va s'éviter de faux débats où chacune et chacun va y aller de sa traduction ou de la traduction qu'il ou elle veut bien donner à telle ou telle tenue. C'est pas ça le débat. Il n'est pas là du tout, le débat. Le débat, c'est quoi? Et pour continuer justement à ne pas se mentir, mes chers collègues, le débat qui nous occupe depuis la reprise de nos travaux ce soir, en fait, il ressemble au débat que nous avons eu précédemment sur l'article 1er. C'est exactement la même essence. C'est exactement la même idéologie qui est pointée dans ce débat. Alors, pour notre part, nous la récusons. Et nous demandons effectivement à ce qu'il y ait un débat sage, à la hauteur de ce qu'est notre haute assemblée. Et nous le méritons, et nos concitoyennes et nos concitoyens le méritent. Et je crains que ce soir, ce que nous offrons au peuple de France n'est pas à la hauteur de ce que nous sommes ici, au Parlement, et particulièrement au Sénat. Alors je vais vous dire simplement, mes chers collègues, assumons, en tout cas nous les assumons, assumez vos choix, mais n'utilisez pas ce véhicule pour affirmer une idéologie qui, sincèrement, personne n'est trompé aujourd'hui sur cette idéologie. Elle est véhiculée ce soir, comme elle est véhiculée ces mois derniers, ces années dernières, ces jours derniers. Et pour terminer, je voudrais affirmer ici, solennellement, que pour ce qui nous concerne ici, groupe communiste, républicain, citoyen et écologique, mais j'imagine aussi pour nos collègues ici à gauche, nous aimons la République autant que vous l'aimez. Que la chose soit dite. Je ne sais pas si on l'aime plus. Pour ma part, Madame la présidente, oui, je suis obligée d'interrompre vos propos. Mais on ne défend pas la République en tapant dessus comme vous le faites ce soir. Parfait. Monsieur, la parole est maintenant à notre collègue Max Brisson. Merci, Madame la Présidente. Le Burkini est un symbole, pas de l'islam, nous sommes tous d'accord. C'est le symbole de l'islamisme, c'est-à-dire d'un projet totalitaire. Et un projet totalitaire a besoin de symboles. Et il ne faut pas être naïf, on a bien là un symbole totalement contraire à la République. Parce qu'il s'agit d'une tenue qui sépare, qui enferme, qui écarte, c'est-à-dire qui est à l'opposé des valeurs et des principes de notre République.
je constate que sur une partie des bancs de cet hémicycle, il y a toujours de bonnes raisons pour ne pas combattre cette idéologie, pour ne pas combattre ce totalitarisme. À chaque fois que l'on propose quelque chose, vous avez toujours une bonne raison pour nous dire non, et vous avez toujours une bonne raison pour s'opposer. Donc vous ne voulez pas le combattre, ce totalitarisme, et finalement vous en êtes complice. Alors je vais peut-être encore vous choquer davantage, mais moi je me demande où se trouve aujourd'hui une certaine gauche, qui est celle du combat républicain. La République, Éric Kerrouche, ce fut un combat permanent qui nécessita à chaque fois de trouver des réponses à des véritables défis. Je l'avais dit à la présidente de la FCPE en son temps, si les forces laïques de ce pays avaient eu dans le passé les mêmes attitudes que celles que l'on entend ici sur ces bancs aujourd'hui, je ne suis pas sûr que notre République aujourd'hui serait laïque. La laïcité, cela n'a jamais été de l'angélisme, ça a été un combat. Et ce combat, puisque vous ne voulez plus le mener, c'est nous qui le mènerons. Encore, mes chers collègues, encore quelques interventions avant de passer au vote. Madame Lienemann a demandé la parole. Moi, je pense qu'en effet, le grand débat, c'est de savoir comment la République va se défendre. Elle est attaquée. Elle est attaquée, il y a des provocations, il y a des attitudes qui sont dramatiques, il y a des emprises qui s'installent. Et il est fondamental de trouver les bonnes méthodes pour combattre ça et pour le faire reculer. De ce point de vue, on peut avoir une discussion sur, effectivement, ce qu'on peut considérer le burkini, comment il s'appelle, burkini, bikini, burkini, je vais en parler tout à l'heure. Le burkini peut être considéré vraisemblablement comme une provocation. La question est de savoir quelle est la bonne réponse à cette provocation. Et on ne peut pas avoir, quand on est républicain, des réponses qui donneraient la force par le seul interdit par conformisme vestimentaire. Ça n'est pas la bonne méthode. Parce qu'une fois qu'on a fait reculer la liberté de l'usager d'exprimer sa façon de s'habiller et autres, sauf à des motifs d'hygiène, sauf à d'autres motifs d'ordre public, si à chaque fois qu'il y a une provocation, on fait reculer nos principes, mais c'est eux qui gagnent, c'est pas nous qui gagnons. Et de ce point de vue, il est dramatique qu'à chaque provocation, comme tel le taureau dans le carré rouge, on va foncer pour faire reculer nos principes à nous. Non, d'autant plus que autant tout ce qui est ségrégationniste doit être radicalement combattu. Mais ils vont à la piscine, ces femmes. Elles sont impies d'aller se baigner avec des hommes, pour les plus radicaux des salafistes. Donc il peut y avoir une part de provocation. Mais c'est leur propre principe aussi, à ces salafistes qui veulent enfermer les femmes en dehors de la sphère de la mixité. Donc, c'est pas le bon combat, c'est pas la bonne méthode. D'autant plus que, comme le disait M. Bonnecarrère, les collectivités prennent des mesures localement qui font que cette provocation finit par faire pchit très largement. Par contre, ce qui ne peut pas être réduit, c'est les libertés que nous défendons. Et d'ailleurs, je découvre votre soudaine passion pour le fait qu'il faut libérer le corps de la femme, qui doit être largement motu, alors que j'ai vécu dans ma jeunesse un combat pour avoir le droit sur les plages. Merci Madame Lienemann. Vous avez épuisé votre temps de parole. Je donne la parole à Pierre Ouzoulias. Madame Lienemann, s'il vous plaît, vous avez épuisé votre temps de parole. Vous êtes tous intéressés pour prendre la parole sur cet amendement, ce que je comprends. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on avance sur ce texte. C'est important. Je pense que je vous laisse tous la parole comme il se doit, mais respectez votre temps de parole. Respectez les autres. Pierre Ouzoulias.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je suis intimement persuadé comme vous, et j'aimerais que nous soyons tous sincères sur le caractère universel de l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. Mais dans la suite du débat, vous verrez, vous trouverez des exceptions pour que ce principe universel ne s'applique pas. Et notamment quand il s'agira de l'enseignement. J'ai défendu ce matin en commission un amendement pour que la mixité soit générale dans tout l'enseignement. Et vous m'expliquerez à un moment donné qu'il y a des exceptions, elles sont historiques et elles sont nécessaires. Donc vous avez aussi vos exceptions, chers collègues, et votre pensée n'est pas aussi cohérente que vous nous le dites. Par ailleurs, sur l'universalité, des hommes et des femmes, c'est un principe que moi j'applique en France et à l'étranger. Et vous savez très bien qu'il y a des États dont le salafisme, le wahhabisme est religion d'État. Et avec ces États, nous entretenons les meilleures relations du monde parce que ce sont aussi nos meilleurs clients d'armement. Mais là, l'universalisme s'arrête. Et ce qui est absolument intolérable en France, vous l'acceptez partout ailleurs sur la planète, et on peut continuer à travailler avec ces pays, alors que ces pays, vous le savez bien, ils ont pour religion d'État ce que vous dénoncez ici, et on continue à travailler avec eux. Un autre point, Monsieur Retailleau, et c'est un point essentiel. Je m'interdis absolument de dire au nom d'une religion ce qui fait partie de son dogme et ce qui n'en fait pas partie. Au nom du principe du séparatisme. Je vous ai dit que nous étions des séparatistes radicaux. C'est aux religions de s'organiser et ce n'est pas à moi de dire si le port du voile est musulman ou pas. Je m'interdis de la même façon pour savoir si le célibat des prêtres, c'est une bonne chose aujourd'hui, s'il ne faudrait pas ordonner des rabbines. Il y a une rabbine. Moi, j'ai entendu que le grand consistoire de France représentait toute la diversité du judaïsme. Je ne crois pas. Moi, j'ai lu l'entretien de la rabbine qui était excellent, qui montrait qu'elle était aussi un petit peu oubliée. Ensuite, faire l'autruche. On en reparlera pour l'enseignement en famille, parce que là, sincèrement, vous nous donnez un exemple absolu et vous ne voulez pas regarder la réalité telle que l'a dénoncée Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, Madame la Présidente. Je vous en prie, chers collègues. Monsieur le Président de la Commission des lois, vous avez demandé la parole certainement pour répondre à l'interpellation d'Arnaud de Belenet. Je vous laisse la parole. Oui, d'une façon générale, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je voudrais faire un point quand même sur le fonctionnement de la Commission des lois et ne pas laisser croire que par quelques moyens que nous aurions pu adapter ou adopter, on aurait contourné le règlement. Je voudrais indiquer à tout le monde que tous les sénateurs et sénatrices qui ont déposé sur le texte un amendement peuvent le modifier jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au moment du vote. Il n'y a aucune difficulté pour cela. C'est dans le règlement. Qu'en ce qui concerne notre collègue M. Max Brisson et notre collègue Michel Savin, ils avaient déposé un amendement. La Commission, dans un premier temps, avait émis un avis défavorable, sous réserve qu'il soit éventuellement rectifié pour la séance. L'un et l'autre ont modifié leurs amendements. Et nous les avons évidemment refait passer devant la Commission, qui a émis alors, à ce moment-là, pour les deux, un avis favorable. Donc la règle édictée par le règlement du Sénat a parfaitement été respectée. Merci, Monsieur le Président de la Commission des lois, pour ce rappel très utile. Monsieur le Ministre, non ? Parfait. Je mets donc aux voix Monsieur Savin. Merci, Madame la Présidente. Simplement pour peut-être expliquer les raisons de cet amendement. Premièrement, le texte que nous débattons ce soir, Monsieur le Ministre, concerne bien le respect des principes de la République. Et mon amendement est tout à fait en phase avec ce projet. Il faut qu'on soit réaliste. Cet amendement visait tout d'abord à encadrer et soutenir les maires dans leur prise de décision.
Chaque année, face à des opérations qui sont menées par des associations militantes qui mettent la religion au-dessus de la République, et ne dites pas que ça ne se passe pas, chaque année ça se déroule, les maires sont démunis face à ces opérations. Il ne faut pas les laisser seuls devant ce pouvoir d'appréciation, parce qu'ils subissent des pressions qui sont intenables. La preuve, c'est qu'ils ne prennent pas de décision sur ce type de manifestation. Monsieur le ministre, vous êtes renvoyé la balle entre les élus locaux et l'État. Les élus locaux disent c'est à l'État de prendre ses responsabilités, et vous nous dites ce soir c'est aux maires de prendre leurs responsabilités. Deuxièmement, monsieur le ministre, je ne voulais pas focaliser sur une religion. Mais quand j'ai travaillé sur ce texte, je suis allé voir des jeunes femmes de confession musulmane. Oui, mais il ne faut pas dire « ah, je suis allé les rencontrer », voir comment elles vivaient ces moments-là. Eh bien, je peux vous dire, mesdames et messieurs de la gauche, que certaines femmes aujourd'hui subissent des pressions dans les quartiers, des pressions dans leur ville pour porter ce type de vêtements. Qu'est-ce qui se passe? Soit elles quittent les villes où les piscines sont phagocytées par ces associations politiques, soit elles subissent et elles prennent ces tenues sous la pression du quartier, de la famille et de l'environnement. Voilà ce que vous voulez. Et aujourd'hui, c'est la réalité ce qui se passe. Et dernier point, monsieur le ministre, j'aurais aimé que vous mettiez en phase votre position au discours que vous tenez sur le terrain. Parce que quand vous êtes sur le terrain, vous donnez un discours de fermeté, et aujourd'hui, vous avez l'occasion d'enfoncer le clou pour, encore une fois, donner un signe positif aux maires et aux élus locaux. Vous passez de cette occasion. Si, monsieur Savant. Dommage. La parole est donc au ministre qui l'a demandé. Bon, monsieur le sénateur, je pense que c'est pas simplement l'heure, parce que je constate qu'à la fois cet après-midi et ce soir, mais c'est évidemment le droit le plus souverain du Sénat, nous avons fait finalement 2 thèmes d'amendement sur des dispositions qui n'étaient pas dans le texte proposé par le gouvernement et dont nous avons eu l'occasion déjà de dire plusieurs fois que, comme principe républicain, moi je suis très attaché, monsieur le sénateur, à la cohérence de mon discours. J'ai pendant quasiment 4 ans que je suis ministre de ce gouvernement travaillé, je crois, avec le Sénat sur de très nombreux textes qui relèvent souvent des collectivités locales. Dans le cadre des finances publiques, chacun le sait, mais aussi dans le travail que j'ai pu faire avec le Parlement, et chacun sait, et j'espère que chacun voit, que j'aime la discussion parlementaire. Et j'ai entendu matin, midi et soir les sénateurs m'expliquer, sans doute de votre groupe, monsieur le sénateur, le respect des élus, la confiance aux élus. Écoutons les élus, laissons les élus décider, écoutez l'AMF, laissez les libertés locales s'exprimer et regardez l'article 72 de la Constitution. Moi, je fais confiance aux élus. Comme vous l'avez dit, lapsus révélateur, j'ai été maire d'une commune dite difficile, où il y a une proportion importante de personnes qui sont de confession musulmane. J'ai pris mes responsabilités. Ça ne m'a pas empêché d'être élu et réélu au premier tour en disant non, il n'y aura pas de repas communautarisés à la cantine. Non, je ne ferai pas des repas végétariens toute la semaine. Non, je n'accepte pas d'organiser hypocritement le vendredi après-midi, parce qu'en l'occurrence c'était le cas, des moments où on peut prendre son repos pour faire sa prière. J'étais vice-président de transport de ma métropole et de ma région, et j'ai mis fin à un certain nombre de laissés-aller qui étaient auparavant. Et j'ai refusé, dans ma propre piscine municipale par délégation de service public, quand d'autres collectivités autour de moi le faisaient, ces dispositions. Mais être élu, c'est avoir la responsabilité aussi de prendre ces décisions. Et monsieur le sénateur, moi je respecte éminemment les maires. Je ne leur dis pas un seul instant que parce qu'il manquerait ici de courage, là de soutien, qu'il y aurait un jour de la naïveté ou de la compromission, qu'on doit décider à leur place, alors même que j'ai expliqué, notamment en le disant tout à l'heure devant le président Retailleau et au président Carucci, que la loi permet justement, si la loi ne le permettrait pas, je comprendrai votre amendement, mais permet justement de prendre ses responsabilités. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir un discours différent, monsieur le sénateur, en effet, d'une séance à l'autre sur la responsabilité des élus. Le président de l'Association des maires de France lui-même ne veut pas de ces dispositions. Et je vous recommande, monsieur le sénateur, de ne pas apporter de critiques entre la vie sur le terrain et la vie dans l'hémicycle. Parce que quel est le gouvernement qui a dissous Baraka City, créé au début des années 2000? Quel est le gouvernement qui a dissous le CCIF, créé au début des années 2000? Quel est le gouvernement qui a dissous le collectif Cheikh Yassine,
créé dans les années 90, quand il y avait des gouvernements en responsabilité, quel est celui qui aujourd'hui expulse, parce qu'il est demandé par le président de la République, quasiment tous les jours que la République fait, des étrangers en situation qui sont au FSPRT, qui ferment des lieux de culte, qui proposent la fermeture de ces lieux de culte. Alors franchement, monsieur le sénateur, j'entendais l'argument sur le burkini, j'ai bien compris que ça a fait sans doute les heures de discussion, mais la police du vêtement n'est jamais une bonne police. En revanche, la discussion sur le courage et la responsabilité de chacun, me semble-t-il, c'est conforme aux principes de la République. Et moi, je suis d'une aspiration qu'on pourrait qualifier de droite en effet, mais je suis d'une droite de la responsabilité et qui aime la liberté. Et l'expression de la liberté, et notamment des croyances religieuses, elle ne peut pas se renverser comme ça d'un coup de main, surtout quand il concerne nos compatriotes musulmans. Parce que là où vous avez raison, monsieur le sénateur, c'est qu'on n'attaque pas qu'une seule religion. Aujourd'hui, c'est le cas d'une dérive islamiste que j'ai par ailleurs dénoncée. Mais quand le président Retailleau dit que ce n'est pas un vêtement religieux, et votre amendement dit que c'est un vêtement religieux, je ne sais pas croire, si ce n'est qu'à faire un petit peu de médias. Et ça me désole que un tel débat puisse s'arrêter à un bout de vêtement. Alors nous allons passer au vote sur cet amendement numéro 236 avec un avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Pardon. Il est adopté. Nous passons maintenant à une discussion commune de 6 amendements et un sous-amendement. L'amendement 303 présenté par Madame Benbassa. Madame la Présidente, j'attends qu'on se taise un peu parce que... Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, gardons à l'esprit que la loi de 1905 est une loi de liberté. Dès lors, il ne revenait pas à l'État d'organiser les cultes. Le risque avec ce projet de loi est de transformer cette loi en une loi de contrôle, de police et de répression du culte. Les auteurs de cet amendement souhaitent ainsi réaffirmer cette vision d'une laïcité positive qui, comme je l'ai dit précédemment, assure la neutralité des pouvoirs publics à l'égard du culte et assurer un traitement égal à ces diverses expressions. Cet amendement vise à rappeler que la République, qui garantit la liberté de conscience, reconnaît le droit à chacun, individuellement ou collectivement, de manifester sa conviction religieuse en public, tant que l'ordre public est préservé. En même temps, réaffirme la garantie de la stricte neutralité des personnes exerçant une mission de service public vis-à-vis de leurs usagers, quelle que soit leur conviction religieuse. Enfin, n'oublions pas que parfois, le séparatisme ne naît pas d'une volonté d'opposition aux principes de la République, qu'en revanche, les pouvoirs publics, par leur désengagement dans certains territoires, par le manque de financement des services publics et par le manque de considération accordée aux difficultés de certains Français nombreux, créent d'eux-mêmes ce séparatisme. Il convient donc de réaffirmer qu'il revient à tout organisme de droit public ou privé chargé de l'exécution d'un service public de garantir la mise en œuvre effective des principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de dignité, de laïcité et de mixité sociale dans l'exercice de ses compétences. Je vous remercie. Merci, chers collègues. L'amendement 496, présenté par Monsieur Ravier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La femme est l'avenir de l'homme. Et pourtant, certains chez nous préfèrent voiler l'avenir. Pour des raisons sociales, politiques et religieuses, les femmes se couvrent de gré ou de force la tête et une partie du visage. Elles marquent ainsi un terrible aveu, celui de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Cette conception, contraire à tous nos principes et même à notre devise républicaine, pourrait rester personnelle si elle n'était pas devenue un enjeu politique depuis une quarantaine d'années. Voile au lycée, à l'université, au travail, dans la rue, voile, hijab, burqa, niqab, burkini, tant de mots, tant de débats qui n'auraient jamais dû se tenir en France. Peut-être que le jour où nous ne débattrons plus du voile, nous pourrons réfléchir aux moyens de financer la recherche en vue de la création d'un vaccin contre un virus qui nous pourrit la vie.
C'est ce que je vous propose dans cet amendement. Interdire le voile dans l'espace public et mettre fin à tous ces débats. Comme ça, la règle sera claire. Le voile doit être interdit dans l'espace public parce que, outre son caractère discriminant, il sert aujourd'hui d'étendard aux revendications communautaires et islamistes. Par son essence même, arborer un voile est un acte séparatiste. Selon une étude de l'IFOP de 2019, un tiers des musulmanes le portent pour revendiquer leur croyance et sa supériorité sur notre droit, ce qui constitue déjà une volonté de trouble à l'ordre public. Il n'y a qu'une seule loi en France, c'est celle de la République, et qu'une communauté, la communauté nationale. Pour les islamistes, le voile constitue aussi un moyen de pression exercé sur celles qui ne le porteraient pas. Elles sont marginalisées, moquées, parfois insultées et frappées parce qu'elles refusent de se soumettre. Le voile, par défaut, serait un rempart contre la violence. Plus d'une musulmane sur 4 le porte pour se sentir en sécurité. Il ne s'agit plus de séparatisme, mais d'une véritable domination exercée par les islamistes. Ils ne veulent pas vivre en dehors de la République. Ils veulent que la charia supplante nos lois, en commençant par l'asservissement des femmes. Les élus que nous sommes ne peuvent pas cautionner cette situation. Nous devons tendre la main à toutes celles qui ne rêvent que d'une chose, être libérées, et s'affranchir du voile. C'est pour libérer toutes les incarcérées dans une geôle de textile, car oui, une étoffe peut tout aussi bien priver de liberté que les barreaux, et pour éradiquer toute marque de conquête islamiste que nous devons, mes chers collègues, agir en votant cet amendement. L'amendement 146 rectifié bis, défendu par Monsieur Billac. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, chers collègues, l'interdiction pour les mineurs de porter dans l'espace public tout signe religieux ostensible aurait pu constituer un signal fort envoyé à notre jeunesse. Elle aurait pu y voir une garantie pour la préservation de son insouciance et de sa liberté. Dans quelle mesure une république laïque peut-elle tolérer que des enfants manifestent des signes religieux au su et au vu de tout le monde ? Ce n'est pas aux parents d'imposer des dogmes aux enfants. Aussi, il est essentiel qu'il existe des espaces protecteurs pour ces derniers, vecteurs d'émancipation. Le présent amendement vise à interdire dans l'espace public le port de signes ou de tenues par des mineurs manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Dans cette perspective, il est indispensable d'empêcher tout moyen d'inférioriser l'enfant, et notamment la jeune fille, au travers d'un habit ou d'un vêtement qu'on lui impose. Nous passons à un amendement sous-amendé. Nous allons présenter le sous-amendement numéro 677 par Monsieur Le Rudulier. Ça d'abord l'amendement, pardon. Non, normalement c'est le sous-amendement. Oh, l'amendement, Madame Boyer, pardon, excusez-moi. Madame la présidente, mesdames, messieurs les rapporteurs, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais vous parler ici des mineurs. Il y a quelques jours, sur ces bancs, je crois qu'on s'est tous honorés à voter tous ensemble un texte pour protéger les mineurs. C'était l'honneur du Sénat et c'est le texte de Madame Billon. Aujourd'hui, je crois que nous devons nous interroger sur la symbolique du voile islamique et faire respecter l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant que la France a ratifiée il y a 30 ans. Le voile est fait pour dissimuler le corps des femmes au regard sexualisé des hommes. Quelle est alors la signification de voiler une fillette ? Si les défenseurs du voile évoquent le libre choix des femmes à le porter, qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'enfants en bas âge ou de jeunes n'ayant pas atteint l'âge du consentement ? Le voilement des mineurs peut représenter des risques pour l'épanouissement physique, mental, moral et social des enfants. L'essayiste iranienne, devenue française, Shadrolh Javan, qui a porté le voile pendant 10 ans, a écrit un excellent livre à ce sujet. Shadrolh Javan avait 13 ans en Iran quand elle s'est battue pour ne pas le porter. Elle a été emprisonnée pour cela. Et alors, quand elle croise aujourd'hui une femme qui le porte, elle dit que ça lui est insoutenable. Je la cite. Elle dit aussi que le voile est un symbole qui ôte toute capacité à la femme d'être un être pensant. Quand un seul de ses cheveux peut susciter le désir sexuel le plus frustre de l'homme, elle est réduite à un appât sexuel. Ce symbole pornographique autorise toute forme de violence à l'encontre des femmes et les place dans le non-droit. Quand on voile une petite fille, on lui inculque la culpabilité de sa sexualité féminine. On lui dit que ses cheveux et ses formes de son corps peuvent à tout moment faire perdre le contrôle de soi aux hommes. Je demande
qu'au moins dans les pays démocratiques, le port du voile par des mineurs soit sanctionné. Cela relève des droits de l'homme et de la protection des mineurs. » Fin de la citation. Je voudrais ajouter également que cet interdit de liberté, cet interdit de fraternité, cet interdit d'égalité, au-delà du fait qu'il peut apparaître comme un symbole d'une domination patriarcale et de l'oppression des femmes par les hommes, porte atteinte à la dignité des enfants de la République. Également, vous rappelez qu'une telle mesure, il y a la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2004 qui dit « Les dispositions de l'article 1er de la Constitution, au terme desquelles la France est une république laïque, interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant relations entre collectivités publiques et particuliers. » Aussi, mes chers collègues, j'ai modifié mon amendement pour ne plus parler d'interdiction du port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans l'espace public pour les mineurs, mais de signes allant à l'encontre de la dignité des femmes. Là, Merci. Non, n'allez pas plus loin parce que là, vous avez déjà dépassé. Merci. Monsieur Le Rudulier n'étant pas présent, le sous-amendement n'est pas défendu. Je passe la parole, Madame Boyer, sur votre 160 rectifié. Il est défendu ? Parfait. Le 129 rectifié, Monsieur Fialaire. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, le présent amendement vise à interdire dans les services publics le port des signes ou tenues par lesquels les mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Il est indispensable d'affirmer avec force que le port du voile pour les mineurs ne saurait être toléré dans les services publics, en particulier, car se pose avec une acuité particulière la question du libre arbitre et du consentement de celle-ci. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à minuit et demi, si cela vous convient. Pas plus. Nous sommes mardi soir, donc pas plus. S'il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. Madame le rapporteur, votre avis sur les différents amendements, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de reprendre rapidement chacun des objectifs de ces amendements qui prévoient tous, effectivement, la possibilité de ne pas porter de signes religieux ostentatoires dans les locaux accueillants au service public ou, plus généralement, dans l'espace public. Donc, l'amendement 246 de M. Ravier tend à interdire tout signe ostentatoire dans tout l'espace public. L'amendement de Mme Delattre prévoit une telle interdiction dans l'espace public seulement pour les mineurs. Madame Boyer qui tend à interdire le port de signes allant à l'encontre de la dignité des femmes dans l'espace public d'une manière générale. Et puis l'amendement 160 et 129 tend à interdire les signes ostentatoires dans les établissements accueillant public et un amendement qui précise seulement pour les mineurs. Puis Madame Benbassa tend à affirmer que la République garantit le droit de manifester sa conviction religieuse. Alors, évidemment, ces débats alimentent un débat de société profond. Enfin voilà, je partage beaucoup de ce qui a été dit lors de la discussion de ces amendements. Ils touchent évidemment, entre un équilibre complexe entre les libertés individuelles et la préservation de leur public au travers des exigences maximales de la vie en société. C'est vrai. Ils posent souvent, ces amendements, des problèmes d'abord de qualification juridique. Sincèrement, je pense que nous les avons analysés. Nous avons pour l'instant un équilibre en ce qui concerne l'espace public qui, par la loi de 2010, interdit toute la dissimulation du visage dans l'espace public. Certes, ça peut paraître insuffisant. Certes, il y aura probablement des choses à réécrire et à écrire. Il y a des ajustements ponctuels qui peuvent être faits. On l'a fait ce soir, par exemple, avec l'amendement de Max Brisson. Donc aujourd'hui, il y a une vraie difficulté au niveau de la Constitution avec ces amendements. Et je voudrais dire aussi que, plus particulièrement sur le voilement des petites filles et des mineurs, sincèrement, c'est un vrai sujet. Je pense que personne ne peut s'exonérer de cette discussion. Nous en avons d'ailleurs, avec ma collègue, échangé sur ce sujet lors de nos auditions. La plupart, en particulier des universalistes, des associations qui défendent tous ces sujets, pensent qu'il faudrait faire un texte spécifique sur ce sujet. Si, il faut pas. Laissez-moi juste finir. Dans le cadre probablement de la protection de l'enfance. En tout cas.
un sujet qui existe, qui nous heurte tous. Moi, je suis élue de banlieue, donc comme un certain nombre d'élus ici, nous constatons cette dérive sur le voilement des petites filles. Mais très sincèrement, ce n'est pas avec ce genre d'amendement qu'on peut le régler. C'est important d'en parler, c'est important de le signaler, mais il faut que nous trouvions, en tout cas, des fondements juridiques que nous n'avons pas aujourd'hui pour le faire, malheureusement. Et je pense que c'est un sujet qui peut revenir. Donc, c'est vrai que pour tous ces amendements qui soulèvent des sujets, moi, je vous propose de retirer ces amendements ou d'émettre un avis défavorable parce que de toute façon, aujourd'hui, il y a des qualifications juridiques que nous n'avons pas. Malheureusement, peut-être, on peut le regretter, mais en tout cas, ces amendements, aujourd'hui, je vous en demanderai le retrait. En tout cas, c'est la position de la commission des lois aujourd'hui. Merci, Madame le rapporteur. Même avis, Monsieur le ministre. Je vais donc mettre aux voix ces différents amendements. Madame Boyer. Non, le ministre. Allez-y. Ben oui, allez-y pour l'explication de vote. Excusez-moi, pas entendu. Merci, Madame le rapporteur, pour votre réponse. Je voudrais vous dire que le voilement des mineurs représente une forme de maltraitance. Chez nos enfants, il n'y a pas d'un côté, comme je disais tout à l'heure, les enfants pudiques et de l'autre les impudiques. Je rappelle que les dérives sectaires constitutives d'abus de la liberté d'opinion et de religion, mais aussi de l'ignorance et de la faiblesse d'autrui ou de mise en péril des mineurs, sont parfaitement appréhendées déjà par le droit pénal. Allons plus loin aujourd'hui en ayant le courage de dire non au voilement des mineurs. Mon amendement n'est pas correctement rédigé, ce n'est pas le bon texte. Madame le rapporteur, sous-amendons. Nous sommes là pour faire la loi et pour en étant bien sûr soucieux des exigences constitutionnelles et conventionnelles. Sur ces bancs, il y a des textes majeurs qui ont été votés. Je pense à la reconnaissance du génocide arménien. Je pense au retrait de l'autorité parentale pour un conjoint violent, anticonstitutionnel un jour, constitutionnel le lendemain. Je pense à la présomption de contrainte pour les mineurs de 15 ans que nous avons voté l'autre jour. Et concernant le véhicule législatif, je crois, mes chers collègues, qu'il ne faut pas que ce soit un rendez-vous manqué. Si un texte sur les violences faites aux mineurs arrive, on rejettera l'amendement en nous disant article 45. Ce sujet, ce n'est pas le bon moment, c'est ce que disait tout à l'heure Max Brisson. Nous avons ce soir l'occasion, pas demain, pas dans un mois, mais ce soir au Sénat de protéger les mineurs. Si j'osais, je dirais ici et maintenant. Nous voulons lutter contre le totalitarisme islamique. Il faut combattre ce qui en est le symbole. Le totalitarisme islamique a besoin, tous les totalitarismes ont besoin de symboles. Aujourd'hui, se servir des mineurs pour imposer ce symbole et ne pas, ce soir, lorsqu'on est là sur les principes de la République, voter la protection des mineurs, moi, ça me semble être le bon texte. C'est le bon moment. Et il est de notre responsabilité, mes chers collègues, de dire ce soir haut et fort que le Sénat ne peut accepter en France qu'une mineure soit voilée. Nous devons le dire aux Français, nous devons le dire à ces jeunes filles. Et je crois que nous devons le dire à toutes ces femmes qui, à travers le monde, risquent avec courage leur vie pour refuser de porter un voile, pour sentir le vent dans leurs cheveux. C'est le moment de le faire, mes chers collègues. On ne va pas encore attendre je ne sais quel texte, alors que nous voyons, parce que vous dites, Madame la rapporteure, que vous êtes élue de banlieue. Moi, je suis élue de Marseille. Et je crois que partout en France, on voit des petites filles voilées. Donc, c'est de la maltraitance, c'est de l'indignité qu'on impose à ces enfants. Donc, pourquoi aujourd'hui reculer encore et nous trouver un autre texte ? Sur les principes de la République, on ne peut pas maltraiter les enfants. Merci, chers collègues. Je donne la parole à Madame Lienemann. Moi, je suis favorable à ce qu'on trouve une législation qui interdise le voilement des mineurs. Et je partage l'avis de notre rapporteur. Il faut qu'on trouve le support législatif qui nous permette d'être conforme à la Constitution et de ne pas voir retoquer une mesure qui, si elle était retoquée, aurait un effet d'annonce contraire à notre volonté. Donc, si d'ici la deuxième lecture, on pouvait trouver quelque chose, mais je pense qu'il n'y en aura pas. Donc, à partir de là, je crois qu'il ne faut surtout pas se tromper dans la méthode utilisée pour arriver à nos fins. Mais moi, je veux dire qu'en tout cas, une disposition législative devient en effet maintenant urgente. Elle ne doit pas être bâclée, elle ne doit pas être fragilisée. Il faut qu'on y réfléchisse rapidement. Madame Lienemann, Monsieur le Président Retailleau, la parole est à vous.
Très rapidement, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, moi je soutiendrai ces amendements que Madame Delattre, qui est ce soir la présidente de séance, mais aussi que Valérie Boyer ont présenté. Ce que je crains, je comprends ce que Marianne Lienemann vient de dire. Ce que je crains, c'est que le texte qu'on nous promet sur la protection de l'enfance ne vienne pas dans le calendrier avant longtemps. Ce que je crains aussi, c'est que si ce texte venait à s'inscrire dans notre agenda législatif, on nous sorte un article 45. Je pense que si ces amendements n'ont pas fait l'objet d'une irrecevabilité au titre de l'article 45 de la Constitution, c'est donc qu'ils ont un lien avec le texte. C'est la raison pour laquelle je voterai ces amendements. Merci. Je vais donc mettre aux voix successivement les amendements avec 2 avis défavorables pour chacun. Le 303, l'amendement de Madame Benbassa, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Le 496 de Monsieur Ravier, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. L'amendement 146 rectifié bis présenté par le groupe RDSE qui vote pour, alors on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Qui vote contre? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Qui s'abstient? Il est adopté. Pardon? Et les suivants tombent.